Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude scientifique danoise qui a été publiée le 18 novembre 2020 dans la revue Annals of Internal Medicine et qui s'intitule Effectiveness of adding a mask recommendation to other public health measures to prevent SARS-CoV-2 infection in Danish mask wearers, a randomized controlled trial. C'est une étude qui a été publiée par 22 chercheurs danois et l'un des auteurs principaux est le docteur Henning Bundgaard, qui est un professeur de cardiologie à l'université de Copenhague. Je précise que tous les auteurs de cet article n'ont pas de conflit d'intérêt par rapport à l'étude qui est publiée. Alors ici, vous avez le lien pour accéder à l'article en question dans la revue Annals of Internal Medicine. Et là, vous avez un autre lien pour pouvoir écouter une interview du docteur Henning Bundgaard par rapport à cette étude qu'il a publiée le 18 novembre 2020. Alors, si on traduit le titre en français, eh bien, cela donne efficacité d'ajouter la recommandation de porter le masque à d'autres mesures de santé publique pour prévenir l'infection par le SARS-CoV-2 chez les porteurs de masques danois, un essai contrôlé randomisé. Alors, je vous présente d'abord le protocole de l'étude. Donc, c'est une étude qui a été conduite entre le 3 avril et le 2 juin 2020 au Danemark, dans un contexte où les masques étaient peu courants en dehors des hôpitaux et ne faisaient pas partie des mesures de santé publique recommandées, puisque moins de 5% des gens portaient un masque à ce moment-là. Un échantillon de personnes adultes en bonne santé, non infectées par le SARS-CoV-2, passant plus de 3 heures par jour à l'extérieur de la maison en contact avec d'autres personnes sans porter de masque professionnel et respectant les mesures de santé publique recommandées, comme la distanciation sociale, le lavage des mains, la limitation du nombre de personnes rencontrées et la mise en quarantaine des personnes infectées par le SARS-CoV-2, ont été choisis au hasard puis répartis en 2 groupes. Donc, dans le premier groupe, on a demandé à chaque personne de porter un masque chirurgical chaque fois qu'elle sortait de chez elle et qu'elle se retrouvait en contact avec d'autres personnes. Et dans le deuxième groupe, on a demandé à chaque personne de ne pas porter de masque à l'extérieur de la maison, même lorsqu'elle se retrouvait en contact avec d'autres personnes. Et un mois plus tard, on a déterminé pour chaque personne si elle était infectée ou non par le SARS-CoV-2. Donc l'étude, elle cherche à déterminer s'il y a une dépendance entre les deux variables qualitatives suivantes. Donc là, que j'ai nommé M pour le port du masque chirurgical par des personnes initialement non infectées, et I, c'est l'infection de ces personnes par le virus un mois plus tard. Alors, les données expérimentales obtenues par cette étude, ils sont indiqués dans le tableau ici. Donc, c'est un tableau à double entrée avec M ici qui peut être égal à oui ou non. M qui vaut oui, ça veut dire que la personne initialement non infectée, elle porte le masque. Ici, on a le premier groupe. Et M qui vaut non, c'est lorsque la personne initialement non infectée ne porte pas le masque. Ça, c'est le deuxième groupe. Et là, en colonne, on regarde un mois plus tard si la personne qui initialement n'était pas affectée devient infectée, oui ou non, un mois plus tard, suivant qu'elle a porté ou pas le masque. Donc là, I qui vaut oui, ça veut dire que la personne est infectée un mois plus tard, et I qui vaut non, ça veut dire que la personne n'est pas infectée un mois plus tard. Donc on a ces 4 nombres ici, et on va faire une analyse statistique à partir de ces 4 nombres pour savoir si le fait de porter ou pas le masque dans le contexte qui a été
préciser ici. On est essentiellement dans un contexte de personnes non infectées. On est dans un environnement de personnes non infectées, mais où il y a le virus qui se propage dans l'air ambiant. Eh bien, dans ce contexte-là, une personne qui n'est pas infectée au départ, eh bien, le fait qu'elle porte ou pas le masque, est-ce que le fait de porter ou pas le masque a une incidence sur la probabilité qu'elle soit infectée un mois plus tard? Donc, est-ce que les variables M et I sont liées? Est-ce qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre ou pas? Est-ce qu'il y a un impact de M sur I? Est-ce que le port du masque a un impact sur le fait d'être infecté ou pas un mois plus tard? C'est ça la question qui était posée dans cette étude. Donc, pour répondre à cette question, eh bien, il y a 3 tests de statistiques qu'on peut faire et que je vais présenter de façon assez simplifiée. L'étude qui a été menée par les scientifiques est plus élaborée, plus complexe. Là, je vais présenter 3 tests, mais qui donnent les résultats qui sont ceux que les chercheurs ont trouvés et publiés dans leur article. Donc, il y a le test d'indépendance du Qui2, il y a le test de comparaison de proportions, il y a le test du rapport de Cote. Donc, ces 3 tests permettent de répondre à la question de savoir si le fait de porter le masque pour une personne qui est initialement non infectée, eh bien, impacte ou pas sur son infection, sur la probabilité d'infection un mois plus tard. Et donc, les outils numériques que je vais utiliser pour présenter les calculs, c'est la Casio, la calculatrice Casio et une calculatrice Texas Instruments. Alors, on démarre avec le test du Qui2. Donc, dans le test du Qui2, on présente d'abord les hypothèses du test. L'hypothèse nulle, c'est de dire que M, le fait de porter le masque, n'a pas d'effet sur l'infection un mois plus tard. Et l'hypothèse H1 alternative, c'est d'affirmer le contraire, c'est-à-dire que le port du masque a un effet sur l'infection par le virus un mois plus tard. Et le test va permettre de savoir laquelle des 2 hypothèses est la plus plausible. Alors, avant de s'engager dans le test, on peut tout de suite regarder le tableau des proportions observées. C'est-à-dire, si là, je divise, là, j'ai le tableau des effectifs observés. Là, je mets les effectifs totaux dans les colonnes et les lignes. Et avant de s'engager sur le test, on peut tout de suite regarder en termes de proportions, parce que les proportions sont beaucoup plus parlantes que les effectifs. Là, on a donc 42 personnes sur 2392, soit un pourcentage de 1,76, qui est infecté un mois plus tard lorsque le masque est porté. Alors que lorsque le masque n'est pas porté, eh bien, on a 53 personnes sur 2470 qui sont infectées un mois plus tard, soit une proportion de 2,15%. Donc déjà, ce qu'on peut voir et ce qui est frappant quand on voit ces chiffres issus de l'échantillon des personnes étudiées, c'est que les 2 proportions ici sont extrêmement proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que le fait de porter le masque, eh bien certes, a diminué légèrement la probabilité d'infection un mois plus tard, mais l'écart, il est très très faible. Il est de l'ordre de 0,4%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a seulement 4 en moins qui sont infectés par le fait de porter le masque. Donc, déjà, ce qui est frappant quand on voit ces nombres, c'est que si le masque a une efficacité, en tout cas, elle semble assez faible, puisque c'est seulement 4 personnes sur 100 en moins qui sont infectées. Et l'objet du test, c'est de savoir si cet écart-là de 0,4%, est-ce qu'il est significatif ou pas. Si oui, on pourrait dire quand même que le port du masque est efficace pour réduire le taux d'infection, mais il est possible que la réponse soit non et qu'on obtienne comme réponse que le 0,4% n'est pas
significatif et que donc ces deux proportions ne sont pas significativement différentes, c'est-à-dire que l'écart est simplement dû à la fluctuation d'échantillonnage et non à l'efficacité intrinsèque au port du masque. Alors, à partir des effectifs observés, eh bien, on va calculer les effectifs théoriques dans l'hypothèse où les deux variables sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, ce sont les effectifs théoriques soit 0, c'est-à-dire que là, la proportion, si on mélange les deux groupes, les groupes 1 et groupe 2, si on les mélange et on regarde les totaux, bah, on a une proportion moyenne de personnes infectées de 1,95%. Le 1,95% ici, c'est la moyenne entre cette proportion et celle-ci, moyenne pondérée par les effectifs qui étaient 2392 et 2470. Donc la proportion moyenne est ici, et dans le cas où les deux variables sont indépendantes, cette proportion moyenne que l'on observe lorsqu'on mélange les deux groupes, groupe 1 et groupe 2, les porteurs et non porteurs du masque, si on mélange ces deux groupes, cette proportion à 95, on doit la retrouver ici et ici. Et c'est comme ça qu'on calcule les effectifs théoriques. Donc on prend la proportion moyenne de 95 ici sur 4862, que j'ai écrit ici, 95 sur 4862, et je la multiplie par l'effectif qui est associé, qui est ici, donc que j'ai écrit ici, et là pareil, l'effectif ici, je le mets ici, et j'obtiens les nombres théoriques de personnes auxquelles je m'attends dans le cas où les variables M et I sont indépendantes, c'est-à-dire dans le cas où le fait de porter un masque n'a pas d'impact sur le taux d'infection. Et on fait pareil ici pour cette colonne-là. Je pars de la proportion de personnes qui sont non infectées un mois plus tard, quand je mélange les deux groupes. C'est cette proportion qui est ici, qui vaut 98%. Et cette proportion, je dois la retrouver à l'identique, ici et ici, dans le cas où les deux variables sont indépendantes. Donc cette proportion, je la réécris ici, 4767 sur 4862, et ensuite je multiplie par l'effectif qui lui est associé. Et on trouve donc les proportions qui sont ici. Donc les quatre nombres là on met en mémoire dans les lettres A, B, C, D de la calculatrice, ce sont les nombres de personnes auxquelles on s'attend si les deux variables étaient indépendantes l'une de l'autre. Et le test du Qui2, il va mesurer l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques, et il va nous dire si cet écart est faible ou pas. S'il est faible, on va conclure que l'hypothèse H0 est vraie, on va dire qu'à ce moment-là, les deux variables sont indépendantes. Et si l'écart est par contre trop important, on conclura à l'hypothèse alternative qui affirme que les deux variables sont dépendantes l'une de l'autre. Et que du coup, le port du masque a un impact sur le taux d'infection. Donc, on met les quatre effectifs théoriques en mémoire dans les lettres A, B, C, D de la calculatrice pour les calculs suivants. Alors, pour appliquer le test du Qui2, je rappelle qu'il y a deux conditions qui doivent être vérifiées, puisque c'est un texte approximatif. Il faut d'une part que l'effectif total soit supérieur à 50, bon là c'est le cas, et de loin, puisqu'il y a en tout 4862 personnes étudiées. Et il faut que tous les effectifs théoriques soient supérieurs ou égaux à 5, ce qui est le cas ici largement. Donc là, les conditions pour appliquer le test sont largement satisfaites, donc l'approximation du test sera très bonne. Ensuite, on va calculer la valeur seuil, le Qui2 théorique. Donc sous l'hypothèse nulle, H0, c'est-à-dire si l'on suppose que les deux variables sont indépendantes l'une de l'autre, on montre que la variable aléatoire Qui2, qui est la somme du carré des écarts entre effectifs observés et effectifs théoriques, le tout divisé par l'effectif théorique, suit approximativement la loi du Qui2, dont le nombre de degrés de liberté est donné par le nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1 du tableau. Donc là, ça fait 1. Alors ça se démontre. La démonstration, l'idée de la démonstration, c'est d'abord que chaque terme dans la somme suit une loi du Qui2 à 1 degré de liberté, parce que la racine
de la variable qui ici suit une loi normale centrée réduite. Donc, du coup, le carré, ce qui est représenté ici, suit une loi du qui 2 à 1 degré de liberté. Et donc, après, on fait la somme de 4 termes. Mais pour calculer le nombre de degrés total, en fait, c'est le nombre de termes indépendants. Et le nombre de termes indépendants, il n'y en a qu'un seul. Là. Sur les 4 termes, il n'y en a qu'un seul qui est indépendant, puisqu'une fois qu'on en a un, les 3 autres se déduisent. Pourquoi? Parce qu'on a les conditions imposées par les valeurs qui sont dans les totaux. Donc, par exemple, ici, si le 42 il est donné, après, les 3 autres valeurs, vous les obtenez directement. Le 53, vous l'obtenez en faisant 95 moins 42. Le 2350, vous l'obtenez en faisant 2392 moins 42, etc. Ensuite, le 2417, vous l'obtenez en faisant 2470 moins 53. Donc, en fait, parmi ces 4 effectifs observés, il n'y en a qu'un seul qui est indépendant. Les 3 autres se déduisent directement de l'un des nombres, en prenant comme base que les valeurs des totaux sont fixées. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule valeur indépendante, c'est pour ça que là, il n'y a qu'un seul degré de liberté. Alors, le risque est donné dans l'énoncé, il vaut 0,05, donc du coup, la confiance qui 1 moins alpha vaut 0,95. Alors, la valeur théorique, de quoi il s'agit, vous tracez ici la loi du qui 2, enfin la fonction densité de probabilité de la loi du qui 2, et l'air sous la courbe vaut 1, et vous séparez cette R en une zone de confiance qui vaut 0,95, une zone de risque qui vaut 0,05, et le qui 2 théorique, c'est la valeur ici sur l'axe des abscisses qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Alors, pour trouver cette valeur, avec la calculatrice, ça se fait assez facilement. Là, vous allez dans… Alors, il faut quand même d'abord mettre la valeur de… Enfin, là, par exemple, vous allez dans Options, Statistiques, Distribution, qui, inf qui. Et puis là, vous mettez l'air à droite, donc 0,05 pour le risque. Et ici, vous mettez le nombre de degrés de liberté. Et là, ça vous donne donc la valeur qui 2 théorique. Alors, si vous le faites avec la TI, c'est un peu différent. Là, il faut aller dans Maths et vous allez dans Résoudre. Voilà, c'est là. Résoudre une équation. Là, vous mettez la densité du qui 2, enfin l'intégrale sous la courbe du qui 2, donc c'est dans seconde distribution, qui 2 frep, fonction de répartition du qui 2, et on intègre de 0 jusqu'à x. X, c'est la touche x θ t. Nombre de degrés de liberté vaut 1, en trait, voilà. Et donc, cette intégrale sur la courbe, elle doit être égale à 0,95. Et donc, il va trouver x. Là, c'est une équation d'inconnu x. Donc, on va démarrer à 0. Voilà. Et une fois que… Après, j'appuie sur la touche Résolve pour résolution. Donc là, il est en train de calculer. Et voilà, il trouve le 3,84. Que je peux ici… je vais le mettre dans mon document. Donc, mon document est ici. Ici, donc, je mets la valeur trouvée avec la TI. Donc ça, c'est le fameux qui 2 théorique. C'est la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. 3,84. Alors, maintenant, je vais calculer le qui 2 observé. C'est ce nombre qui quantifie l'écart entre le tableau des effectifs observés et le tableau des effectifs théoriques. Donc, la variable en question, c'est la somme du carré des écarts entre effectifs observés et effectifs théoriques
divisé par l'effectif théorique. Donc là, on y va. Donc, si vous faites ici cette valeur-là, 42, vous retranchez A, vous élevez au carré et vous divisez par A. Et vous faites pareil après pour les deux valeurs ici en vert. 2350, vous retranchez B, vous élevez au carré, vous divisez par B. Ensuite, les deux valeurs en rouge, 53, pour retrancher C, vous le mettez au carré, vous divisez par C. Et enfin, pour les deux valeurs en violet, donc 2417, vous retranchez D, vous élevez au carré et vous divisez par D. Donc si vous faites ça à la calculatrice, vous allez obtenir bien, la valeur qui est indiquée ici. Donc là, moi sur la calculatrice, je vais mettre cette valeur en mémoire dans K. Voilà. Voilà, donc là, je le fais pour la Casio et je vais le faire aussi pour la TI. Donc pour la TI, je vais mettre cette valeur en mémoire dans K. Donc 0, 9, 6, 4, 2, 7, 7, 8, 9 en mémoire dans K. Voilà. Alors, une autre façon de calculer le kilo observé, c'est par cette formule, qui est égale à la première. Il suffit ici de développer le carré et on obtient la formule qui est ici. Du coup, ça donne 42 au carré divisé par A, plus 2350 au carré divisé par B, plus 53 au carré divisé par C, plus 2417 au carré divisé par D, moins l'effectif total. Et on trouve exactement le même résultat. Une troisième manière de calculer le kilo observé, c'est en utilisant la variable qu'on utilise normalement pour le test de comparaison de deux proportions. On le fera après. Et donc, vous faites la différence entre les deux proportions, c'est-à-dire là, ça divisé par ça, c'est la première proportion, moins ce nombre divisé par celui-ci, le tout au carré. Ça donne la valeur que je viens de mettre ici. Et ensuite, vous le divisez par la proportion moyenne des chapeaux, qui est ici, c'est ce nombre divisé par celui-là, multiplié par ce nombre divisé par celui-là, 1 moins P chapeau, et multiplié par l'inverse de la taille du premier échantillon plus l'inverse de la taille du deuxième échantillon. Et on trouve exactement la même valeur. Voilà, donc il y a trois manières différentes de calculer le kilo observé. La valeur qui est ici, c'est la variance de cette variable aléatoire. Alors, donc en fait, la racine de cette variable aléatoire, donc le qui observé sans le carré, ça suit une loi normale centrée réduite. Et quand vous l'élevez au carré, ça suit une loi du qui 2 à 1 degré de liberté. Alors, ensuite, on va calculer la valeur P du test, qui est l'air à droite du qui 2 observé. Si ici, vous avez la loi du qui 2, avec le qui 2 théorique à 3,84, ce qu'on a calculé tout à l'heure. Là, on vient de calculer le qui 2 observé qui est à 0,964. Eh bien, on va calculer l'air qui est à droite de P. C'est l'air qui est ici. Donc là, on voit c'est égal à 0,326. Alors, comment on fait pour trouver ce 0,326 ? C'est l'air à droite. L'air sous la courbe à droite du qui 2 observé. Donc, ça veut dire que c'est 1 moins l'air à gauche. Je fais 1 moins l'air à gauche pour éviter d'utiliser le plus l'infini. Il n'y a pas de touche plus l'infini sur la calculatrice, donc c'est plus simple de faire 1 moins l'air à gauche, donc 1 moins l'air qui va de 0 jusqu'à qui 2 observé. Donc, avec la Casio, vous faites 1 moins le qui CD pour la densité cumulée de la loi du qui 2. Et on intègre de 0 jusqu'à K. Et ensuite, on indique qu'il y a 1 degré de liberté. Ça, c'est la valeur de P.
Vous voyez, 0,326. Qui est bien donc la valeur ici. Alors, si je le fais avec la TI, eh bien pareil, hein, je fais 1 moins, et dans seconde distribution, je vais chercher le qui de frep. Hein, c'est la fonction de répartition. Je vais intégrer de 0 jusqu'à k, et il y a 1 degré de liberté. Voilà. Et donc, je trouve 0,326. Voilà. Donc, on trouve évidemment le même résultat pour les deux calculatrices. Alors, avant de passer à la suite, je vous montre une autre méthode avec la calculatrice pour trouver les valeurs du qui de observé et de la proportion P. Alors, si je le montre avec la Casio, d'abord, eh bien, vous allez dans le menu 2 statistiques et ensuite, vous allez dans F3 pour test et F3 pour qui, faire le test du qui 2 et two-way pour dire qu'il y a deux variables. Et là, on va rentrer la matrice A, qui est la matrice des effectifs observés. Donc, on clique sur F2 pour maths et on va spécifier ici la dimension de la matrice A, qui sera là, vous choisissez la matrice que vous voulez pour y mettre les effectifs observés. Donc là, on va le mettre dans la matrice A. On va spécifier la dimension. Ce sera une matrice 2 x 2. Voilà. Et une fois que la dimension est entrée, donc vous faites entrée. Et là, vous mettez les effectifs observés. Donc 42. Ensuite, ici, c'était 2350. Ensuite, 53. Ensuite, 2417. Voilà. Et une fois que cette matrice des effectifs observés est entrée, eh bien, il suffit ici de sortir. Et là, on sort, donc exit. Et on refait encore exit une fois. Et maintenant, on fait exit pour le calcul. Et voilà. Et il vous sort les valeurs du qui de observé. Et P qui est l'aire à droite du qui de observé. Voilà. Donc, c'est bien ici ce qui est indiqué dans le document. Hein, si on fait cette procédure que je viens d'expliquer, on trouve ces valeurs-là qui sont exactement les valeurs obtenues pour le qui de observé. Le qui de observé, c'est bien cette valeur-là que j'ai mis dans K, 0,964. On retrouve exactement la même chose ici. Et la valeur, le P, qui est l'aire à droite, que j'avais calculé ici, 0,326, on retrouve exactement la même valeur ici. Alors, on peut faire ça aussi avec la TI. Donc, ah oui, je n'ai pas fini d'abord. Pour la Casio, juste vous montrer comment on fait pour trouver la matrice des effectifs théoriques. Bien, pour ça, vous allez dans F6 Math. Et la matrice des effectifs théoriques sous H0, elle est là. Si vous faites, c'est elle est dans B. Donc, vous faites exé, et là, il vous sort les valeurs des effectifs théoriques, A, B, C, D, qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le document ici. C'est que, voilà, en tapant sur F6, on obtient les effectifs théoriques qui étaient les valeurs A, B, C, D qu'on avait calculées tout à l'heure. Alors, on va faire pareil avec la TI.
Donc, pour l'ATI, on va d'abord entrer la matrice des effectifs observés. Donc, pour ça, vous cliquez sur Matrice. Et puis, on va… Alors là, on pourrait choisir celle qu'on veut. Autant choisir la première, la 1, la A. Et on va aller dans Edit. Donc, Entrée. Alors là, on va mettre la taille de la matrice. Donc, c'est 2 x 2. Entrée. Et puis là, je vais mettre les valeurs. 42. Ensuite, 2350. Ensuite, 53. 2417. Entrée. Pour avoir le Ki2 observé, j'appuie sur Stat. Ensuite, je vais dans Test. Et ensuite, je cherche le Ki2. Donc, c'est là, c'est le numéro C. Là. Enfin, pour ma calculatrice, ici, c'est C. Entrée. Voilà. Et ensuite, je vais aller dans Calculer et Entrée. Et voilà, il sort la valeur du Ki2 observé, 0,964, et P, l'aire à droite du Ki2 observé, 0,326. Pour avoir la matrice des effectifs théoriques, vous appuyez sur Matrice, et elle se trouve dans B. Entrée. Là, Entrée. Vous avez les effectifs théoriques A, B, C, D de tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant qu'on a le Ki2 observé et l'aire à droite du Ki2 observé, la valeur P, on peut poursuivre le test. Donc, sixièmement, c'est la règle de décision. Donc, alors, on le voit ici sur le graphique. Donc, il peut se passer deux choses. Soit le Ki2 observé est dans la zone de confiance, c'est-à-dire le Ki2 observé est inférieur au Ki2 théorique, ce qui veut dire que le P, qui est l'aire à droite du Ki2 observé, est plus grand que alpha, qui est l'aire à droite du Ki2 théorique. Eh bien, dans ce cas-là, on accepte l'hypothèse H0, l'hypothèse d'indépendance. Si par contre le Ki2 observé est dans la zone de risque, c'est-à-dire plus grande que le Ki2 théorique, supérieur ou égal au Ki2 théorique, ce qui veut dire que l'aire à droite du Ki2 théorique serait plus petite ou égale que le risque alpha, à ce moment-là, on accepterait H1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Alors là, on regarde dans la quête d'illustration on est, c'est clair qu'on est dans la première. Le Ki2 observé, il valait 0,964, il est plus petit que le Ki2 théorique qui vaut 3,8. On est nettement dans la zone de confiance, et d'une façon très nette. On est très loin de la limite. On est vraiment dans la zone de confiance, donc il n'y a aucun doute que l'on va accepter H0. C'est-à-dire que le P ici, 0,326, il est nettement plus grand que, il est plus grand que le risque alpha. Donc, on accepte H0. Et comme le P il est plus grand que… Parce que le risque, on sait très bien que le risque, ça peut être une valeur arbitraire qui peut être comprise entre 0 exclu et 0,05 au maximum. Mais on ne peut pas prendre un risque plus grand que 0,05. Donc là, ce serait impossible de prendre un risque plus grand que P. Donc là, on est obligé d'accepter H0. On n'a aucune autre alternative. Parce que pour accepter H1, il aurait fallu que le risque soit plus grand que P. Ce qui n'est pas possible ici, puisque le risque au maximum, il vaut 0,05. Donc la conclusion de l'étude, c'est que au seuil de risque de 5%, les deux variables sont indépendantes. Donc il n'y a pas, le fait de porter le masque n'a pas d'incidence sur le risque d'être infecté un mois plus tard par le virus. Ça veut dire donc que l'écart entre les deux proportions qu'on avait vues au début, là, ces deux proportions-là, elles ne sont pas significativement différentes.
Alors, ce test, on peut le faire de manière parfaitement équivalente avec le test bilatéral de comparaison entre deux proportions. Donc là, c'est ce que je présente ici. Donc, à partir du tableau des effectifs observés, on peut faire le tableau des proportions observées. Il suffit de diviser chaque effectif par l'effectif qui est dans la colonne de droite. Si je fais 42 sur 2392, eh bien, j'obtiens une proportion de 1,76, c'est-à-dire qu'il y a 1,76% des gens portant le masque qui se retrouvent infectés un mois plus tard. Ici, la proportion parmi les personnes qui ne portent pas le masque, eh bien, la proportion de ceux qui sont infectés un mois plus tard, ben, c'est 53 sur 2470, c'est-à-dire 2,15%. Et je peux de la même façon calculer les proportions des personnes qui ne sont pas infectées un mois plus tard dans le groupe 1 des personnes qui portent le masque. Donc à ce moment-là, c'est 2350 divisé par 2392. Et ici, pareil, là, j'ai la proportion des personnes qui ne sont pas infectées un mois plus tard parmi les personnes qui ne portent pas le masque. Donc ça fait 2417 sur 2470, c'est-à-dire 97,85%. Et puis ici, là, j'ai les proportions moyennes, c'est si je fusionne les groupes 1 et 2 ensemble. Si je prends là toutes les personnes ensemble, eh bien là, j'ai la proportion moyenne, ça c'est la moyenne entre F1 et F2, moyenne pondérée par les effectifs N1 et N2. Donc en moyenne, si je mélange toutes les personnes, celles qui portent le masque et celles qui ne portent pas, j'ai un taux d'infection un mois plus tard de 1,95%. Mais dans les deux groupes, séparément, les taux sont différents. Ceux qui portent le masque ont une probabilité d'être infectés un mois plus tard un tout petit peu plus faible que les personnes qui ne portent pas le masque. Mais la différence est très faible. Et ce qu'on a vu avec le test d'Ukidé, c'est que cette différence n'est pas significative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a une différence significative entre ces deux proportions. Alors, quand on fait le test, eh bien, on considère que dans la population P1 des personnes initialement non infectées qui portent le masque, eh bien, la proportion de personnes infectées un mois plus tard, c'est une proportion P1 qui est inconnue. Et pour se faire une idée de cette proportion, on regarde dans l'échantillon. Là, c'est un échantillon issu de P1 qui contient 2392 personnes. Eh bien, dans cet échantillon, la proportion de personnes infectées un mois plus tard, c'est une variable aléatoire, F1, qui suit approximativement une loi normale dont l'espérance vaut pi1, la fameuse proportion dans la population, qui est inconnue, et dont la variance est pi1 fois 1 moins pi1 divisé par n1. n1, c'est la taille de l'échantillon. Bon, ça se démontre. Là, on prend ce résultat en supposant qu'il est connu. Et donc, cette variable aléatoire, eh bien, donc, elle suit cette loi normale, mais dans notre échantillon E1, cette variable aléatoire prend la valeur F1 qui est ici, à 76%. Et on fait pareil dans la deuxième population, c'est-à-dire la population des personnes initialement non infectées mais qui ne portent pas le masque. Eh bien, la proportion de personnes infectées un mois plus tard dans cette population, c'est un nombre pi2 qui est inconnu, c'est une constante pi2. Pi1 et pi2 sont des constantes, ce n'est pas des variables aléatoires, c'est des constantes dont les valeurs sont inconnues. Et pour s'en faire une idée de ces valeurs, eh bien, on regarde dans l'échantillon. Là, dans l'échantillon issu de P2 qui contenait 2470 personnes, eh bien, la proportion alors, non, là, il y a une erreur parce que c'est un copier-coller d'un autre document. Donc, voilà. La proportion de personnes infectées un mois plus tard et la variable aléatoire F2 qui suit la loi normale d'espérance. Eh bien, pi2, c'est la fameuse proportion inconnue dans la population, et la variance, pi2 fois 1 moins pi2 sur n2. N2, c'est la taille de l'échantillon. Et cette variable aléatoire,
elle a pour valeur dans notre échantillon 2, 53 sur 2470. Donc, l'objet du test, c'est de comparer les deux proportions inconnues, pi1 et pi2, dans les populations, à partir des valeurs F1 et F2 dans les échantillons issus de ces deux populations. Donc, comme les deux variables F1 et F2 sont supposées indépendantes, eh bien, la différence entre ces deux variables suit également une loi normale. F1 et F2 suivent séparément des lois normales d'espérance et de variance que j'ai données ici. Et quand vous faites la différence, eh bien, l'espérance résultante, c'est la différence entre pi1 et pi2. Et la variance résultante, c'est la somme des variances. C'est la somme. Donc là, c'est la variance totale pour la variable aléatoire F1 moins F2. Alors, si on est sous l'hypothèse H0, qui suppose que le fait de porter le masque n'influe pas sur le taux d'infection, à ce moment-là, ça veut dire que les deux proportions pi1 et pi2 sont égales. Il y a autant de personnes infectées un mois plus tard dans le groupe, dans la population des personnes qui portent le masque, que dans la population des personnes qui ne portent pas le masque. Donc, l'hypothèse H0, qui dans le test du Ki2 correspondait à l'indépendance entre les deux variables, eh bien, s'exprime pour le test de comparaison de proportions par l'égalité entre les deux proportions pi1 et pi2. Bien, dans ce cas-là, ici, ça va être 0. Là, on va trouver 0. Et là, pi1 et pi2 sont deux proportions inconnues égales et qu'on va estimer de manière approchée par leur estimation ponctuelle qui est la proportion moyenne dans les deux échantillons quand on fusionne les deux échantillons ensemble. C'est le fameux pi chapeau qui est ici. Si on fusionne les deux échantillons, on a une proportion moyenne de personnes qui sont infectées un mois plus tard qui vaut 1,95%. Donc, c'est la valeur qui est ici. Alors, pour pouvoir vérifier le test, il y a ces conditions qui doivent être vérifiées pour que le test soit valable. C'est un peu l'équivalent pour le test du Ki2 de dire que les 4 effectifs théoriques doivent être plus grands que 5. Là, c'est pareil, ils sont là en fait, ces 4 valeurs, c'est rien d'autre que les 4 effectifs théoriques dans le tableau pour le test du Ki2. Alors là, on peut démarrer, on voit que les conditions sont bien vérifiées, donc on peut démarrer le test. Donc, on écrit les deux hypothèses. L'hypothèse nulle, c'est donc de supposer que les deux proportions de personnes infectées un mois plus tard sont les mêmes, que la personne ici porte un masque ou ici qu'elle n'en porte pas. Et l'hypothèse alternative, c'est de dire que les deux proportions sont différentes. J'insiste bien pour dire que ces proportions, c'est les valeurs dans les populations et non pas dans les échantillons. Dans les échantillons, on les connaît, ces proportions. C'est F1 et F2 et on sait que F1 est légèrement plus petit que F2. Et l'objet du test, c'est de voir si l'équivalent de ces proportions, mais dans les populations qui sont inconnues, est-ce qu'elles sont significativement différentes l'une de l'autre, sachant que dans les échantillons, elles prennent ces valeurs-là. Et autrement, est-ce que cet écart-là de 0,4% qui est entre les deux proportions observées dans les échantillons, est-ce qu'elle est significative? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut être généralisée au niveau des populations? C'est ça l'objet du test. Alors, ensuite, on introduit la variable aléatoire U, qui est la différence entre les deux proportions observées dans les échantillons, divisée par l'écart type de cette variable aléatoire. Donc, l'écart type, c'est la racine de la variance. Alors, je vous rappelle que la variance, c'était ça. Mais comme on est sous H0, pi1 est égal à pi2 et on évalue cette proportion pi1 égale pi2 par pi chapeau. Donc là, j'ai remplacé pi1 et pi2 par pi chapeau. Donc, ça donne ça. Donc là, du coup, pi chapeau, facteur de 1 moins pi chapeau, je peux le mettre en facteur et il me reste que la somme des inverses des tailles des échantillons. Donc ça suit une loi normale centrée réduite, puisque j'ai divisé la variable. D'abord, je lui ai retranché sa moyenne, mais elle vaut 0, puisque pi1 moins pi2 vaut 0. Donc, quand on a une variable qui suit une loi normale, si on lui retranche
son espérance qui vaut ici 0 et ensuite qu'on divise par l'écart type, qui est la racine de cette valeur, ben, on obtient une variable qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, le risque qui vaut 0,05 et la confiance 0,95. Donc, ici, j'ai tracé la loi normale centrée réduite et on cherche le U théorique qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Donc, avec la calculatrice, on trouve 1,96. Pour ça, vous allez dans… alors là, si je repasse en menu 1, vous allez dans Options, Statistiques, Distribution, Normes, INV-normes. Et là, vous mettez l'air à gauche, donc 0,975. 1 moins alpha, ça fait 1 moins alpha sur 2, 1 moins l'air à droite. Ça, on peut le mettre dans U. 1,9599. Enfin, je vais le mettre dans le document. Voilà. Alors ça, je peux faire pareil avec la TI. Hein. Je vais dans seconde distribution et donc c'est ici inv normal. Et je mets l'air à gauche, 0,975. La moyenne vaut 0, l'écart type vaut 1 et l'air c'est bien à gauche. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vais coller. Et voilà. Et donc ça, je vais le mettre en mémoire dans U. Voilà. Donc j'obtiens 1,95. Donc c'est la valeur qui, sur ce graphique, apparaît ici. Après, pour calculer le U observé, ben, c'est la valeur ici. Hein, ma variable aléatoire, c'est ça. Hein, elle est là, ma variable aléatoire. Donc, sa valeur, ben, c'est F1 moins F2 divisé par la racine de la variance. Donc, F1 et F2, ben, c'est les fameuses valeurs des proportions observées au niveau des deux échantillons. Hein. Ce sont les valeurs que j'avais calculées ici. Hein. Divisé par pi chapeau, multiplié par 1 moins pi chapeau, multiplié par la somme des inverses des tailles des deux échantillons. Et donc, on trouve une valeur qui vaut ici W et qu'on va mettre en mémoire dans… là, je l'ai mis en mémoire dans W. Donc, je vais le faire pour les deux calculatrices. 7, 6, 5… Donc ça, on le met en mémoire dans W. Et je fais pareil pour la TI ici. Donc moins 9, 8, 1, 9, 7, 6, 5, 2, 1, 6. Je le mets dans W. Voilà. Alors, là, maintenant que j'ai eu observé, je vais calculer la valeur P. Alors, la valeur P, c'est quoi? Ben, c'est l'air sous la courbe à l'extérieur de l'intervalle entre U observé et moins U observé. C'est-à-dire, c'est l'air qui est ici plus l'air qui est ici. Ou dit autrement, c'est 1 moins l'air qui est ici. C'est le P observé. C'est l'air en dehors de l'intervalle U observé moins U observé. Donc, je l'ai écrit ici, hein, la valeur de P. C'est la probabilité donc, que U ne soit pas dans l'intervalle entre U observé et moins U observé. Donc, c'est 1 moins la probabilité que U soit dans l'intervalle entre U observé et moins U observé. Donc, avec la calculatrice, hein, vous faites 1 moins… Là, je peux le faire. Hein. Donc, vous faites 1 moins la norme CD et vous intégrez depuis W jusque moins W.
Et là, vous avez la valeur P, 0,326. Donc, c'est la valeur qui est ici. Si vous le faites avec la TI, eh bien 1 moins. Donc la seconde distribution normale et FREP. Et là, vous intégrez depuis W jusque moins W. W, il est négatif. Hein, donc, c'est pour ça que là, on met dans ce sens-là. Avec mu. Voilà. Et là, vous avez la valeur de P. Voilà. Qui est bien sûr la même pour les deux calculatrices. À cette valeur de P, eh bien, on voit que c'est exactement la même que celle qu'on avait trouvée pour le test du Ki 2. Alors pour le test du Ki 2, on l'avait calculé autrement, hein, mais c'est exactement la même valeur. Vous voyez, même avec tous les chiffres après la virgule, hein, c'est exactement la même valeur. Avec l'occasion, on a trouvé ça, et bien là, on trouve ça. Alors, donc, ça veut dire hein, que l'air, alors où est-ce que je l'ai? Voilà, c'est pour bien comprendre l'égalité entre ces deux valeurs de P, hein, c'est que l'air ici, à droite et à gauche, enfin la somme de ces deux heures, P sur 2 plus P sur 2, qu'on vient de calculer, c'est exactement égal à l'air ici à droite pour la loi du Ki 2. Parce qu'il y a une totale correspondance entre ces deux courbes. Là, si je les montre les deux en même temps, il faut bien voir que ces deux tests ils sont strictement équivalents. Voilà. Ils sont strictement équivalents. Là, j'ai ma variable U, là, j'ai ma variable Ki 2. Mais U, c'est qui en fait? U ou Ki, c'est pareil. Donc, quand je l'élève au carré, ça fait Ki 2. Donc, U, il suit la loi normale centrale réduite. Si je l'élève au carré, ça fait Ki 2 qui suit la loi du Ki 2 à 1 degré de liberté. Donc, le 1 moins P, c'est l'air qui est ici, qui vaut 0,67. On la retrouve ici, qui vaut 0,67. Le P, qui est l'air en dehors, vaut 0,326. Eh bien, on la retrouve ici. Là, mon U théorique qui vaut 1,96, si je l'élève au carré, j'ai le Ki 2 théorique qui vaut 3,84. Mon U observé, là, qui valait moins 0,98, si je l'élève au carré, j'obtiens le Ki 2 observé qui vaut 0,96. Le test du Ki 2 ou le test de comparaison de proportions sont strictement équivalents. Simplement, avec le test du Ki 2, on travaille avec Ki 2, et avec le test de comparaison de proportions, on travaille avec Ki. Ki suit la loi normale centrale réduite, Ki 2 suit la loi du Ki 2 à 1 degré de liberté. Voilà. Alors, maintenant, on peut écrire les règles de décision, hein, puisque on a terminé pour la valeur P. Donc, voilà la règle de décision. C'est que si le Ki observé il est dans la zone de confiance, c'est-à-dire dans l'intervalle entre moins U théorique et U théorique, c'est-à-dire dans la zone en vert ici, eh bien, on accepte H0. Et si par contre le U observé il est à l'extérieur de la zone verte, c'est-à-dire s'il se retrouve dans la zone rouge, eh bien, on accepte H1, qui exprime le fait que les deux proportions sont significativement différentes l'une de l'autre. Alors là, eh bien, la valeur du U observé, c'était moins 0,98. Elle est clairement dans la zone de confiance. Elle est comprise entre moins 96 et 1,96. Donc, du coup, le U observé est bien dans l'intervalle entre moins U théorique et U théorique. Donc, alors, si on l'exprime en termes de comparaison entre P et alpha, ça signifie que le P, il est plus grand que alpha. Il faut mettre alpha. Voilà. Donc, du coup, on accepte H0. Donc, au seuil de risque de 5%, on peut affirmer que la proportion pi1 de personnes infectées parmi celles portant le masque n'est pas significativement différente de la proportion pi2 de personnes infectées parmi celles ne portant pas le masque. C'est que le fait de porter un masque ou de ne pas en porter
ne modifie pas de façon significative la probabilité d'être infecté un mois plus tard. Alors, pour commenter ce résultat, on peut aussi le voir illustré avec l'intervalle de confiance. Parce que là, ce test, il exprime le fait que la différence entre les probabilités d'infection suivant qu'on porte le masque ou qu'on ne le porte pas, eh bien, cette différence, on vient de voir qu'elle n'est pas significativement différente de 0. Autrement dit, la différence n'est pas significative. C'est-à-dire que cet écart de 0,4% qu'on avait observé au niveau des échantillons eh n'est pas significative. On ne peut pas la distinguer du phénomène de fluctuation d'échantillonnage. Puisque, je vous rappelle que la variable F1 moins F2, qui est la différence des proportions au niveau des échantillons, c'est une variable aléatoire qui fluctue d'un échantillon à un autre et qui prend la valeur particulière de 0,4% pour les deux échantillons dont on disposait. Mais comme c'est une variable aléatoire, on ne peut pas conclure directement, on ne peut pas généraliser directement l'écart de 0,4% qu'on a observé au niveau des échantillons, on ne peut pas directement généraliser ça au niveau des populations. C'est une variable aléatoire qui est soumise à fluctuation d'échantillonnage, c'est-à-dire que sa valeur fluctue d'un échantillon à un autre. Nous, on dispose que d'une paire d'échantillons pour notre étude. L'étude n'est pas, on ne peut pas la réaliser plusieurs fois. Là, on ne dispose que de cette paire d'échantillons, E1, E2, là, et il faut conclure au niveau des populations uniquement avec cette paire-là. Donc, ce que le test vient nous dire comme réponse, ce que le test que je viens de faire, c'est que cette différence au niveau des populations n'est pas significativement différente de 0. C'est-à-dire que l'écart de 0,4% est trop faible au niveau des échantillons pour pouvoir conclure qu'au niveau des populations, eh bien, il y aurait une différence dans la probabilité d'être infecté un mois plus tard, suivant qu'on porte ou pas le masque. Alors, pour voir le fait que cette différence n'est pas significativement différente de 0, on peut le voir avec l'intervalle de confiance. On peut calculer l'intervalle de confiance de la différence pi1 moins pi2. Donc, je rappelle d'abord que cet écart au niveau des échantillons, c'est F1 moins F2, qui est un écart d'environ 0,4%. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait de porter le masque diminue la probabilité d'être infecté un mois plus tard de 0,4%. 0,4%, ça veut dire 1 sur 256. Donc, l'étude, elle montre qu'au niveau de l'échantillon, le fait de porter un masque, ça réduit le nombre de personnes infectées de 1 sur 256. Donc, l'effet est vraiment faible. Et il est tellement faible qu'il est non significatif. C'est-à-dire qu'on vient de voir, d'après le test, qu'au niveau des populations, il n'y a pas de différence significative entre ces deux proportions. Cet écart de 1 sur 256 n'est pas significatif. Alors, pour le voir, on peut calculer l'intervalle de confiance de la différence pi1 moins pi2. Donc, pour ça, on introduit cet écart type ici, qui est la racine donc, de la variance. Donc, c'est cet écart type-là. Là, il faut mettre écart type. Hop. Et la formule de l'intervalle de confiance, bon, ça se démontre. Bon, c'est une formule approchée, ça, c'est approximatif, mais c'est quand même assez bon comme précision. Donc, c'est l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle auquel la valeur pi1 moins pi2 va appartenir à 95% de chance. C'est ça l'intervalle de confiance. C'est-à-dire que pi1 et pi2, je vous rappelle, ce sont deux valeurs inconnues. La différence aussi est inconnue, mais on peut dire qu'à 95% de chance, elle va appartenir à cet intervalle qui s'appelle l'intervalle de confiance. Et la formule, alors ça se démontre, c'est assez facile à montrer, c'est l'écart qu'on observe au niveau des échantillons auquel on retranche U théorique fois S. Et là, on ajoute U théorique fois S. Le U théorique, c'est le fameux U de tout à l'heure, le même. Donc, si on fait ce calcul avec F1 moins F2 qui vaut, alors la valeur exacte, elle est ici. Donc, si on fait, alors là, j'ai d'abord calculé S, je l'ai mis en mémoire dans S, cet écart type là.
U, il est bien en mémoire dans U. Et après, si je fais donc F1, c'est 42 divisé par 2392, moins F2, c'est 53 divisé par 2470, moins US, et là, plus US, eh bien, je trouve un intervalle de confiance de moins 1,2% et 0,4%. C'est-à-dire qu'à 95% de chance, la différence de probabilité d'être infecté suivant que je porte le masque ou je ne le porte pas, à 95% appartient à cet intervalle de confiance. Donc, ce résultat, c'est bien ce qu'ils obtiennent dans l'article. Là, si je vous montre l'article, vous voyez, il est ici, l'intervalle. Intervalle de confiance pour la différence des probabilités d'être infecté, ça va de moins 1,2 à 0,4. Intervalle de confiance à 95%. C'est écrit dans les résultats, au tout début de l'article, quand ils publient les résultats principaux, ils obtiennent donc cet intervalle de confiance, entre moins 1,2 et 0,4. C'est bien la valeur que je viens de trouver ici, moins 1,2, 0,4. Donc ça veut dire que en portant le masque, vous pouvez diminuer la probabilité d'être infecté jusqu'à 1,2%, mais vous pouvez aussi l'augmenter jusqu'à 0,4%. En fait, on a ici une incertitude, on ne sait pas trop, et la chose importante, c'est que cet intervalle contient la valeur 0%. Donc, le fait que ça contient la valeur 0%, ça veut dire que l'écart pi1 moins pi2 n'est pas significativement différent de 0. La valeur 0% fait partie de cet intervalle de confiance. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir directement avec l'intervalle de confiance que la différence pi1 moins pi2 n'est pas significativement différente de 0. Dit autrement, les proportions de pi1 et pi2 ne sont pas significativement différentes l'une de l'autre. Le fait de porter ou pas le masque ne modifie pas de manière significative la probabilité d'être infecté un mois plus tard. C'est ce qu'on voit ici. Et ce que dit l'étude, c'est que d'après les données, certes, ça peut éventuellement diminuer la probabilité d'être infecté. Le fait de porter le masque peut diminuer, mais ça peut aussi augmenter. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des effets secondaires au masque qui peuvent être délétères. Il y a un rapport, bon là je ne l'ai pas ici, mais vous savez qu'il y a un rapport de l'OMS publié en juin 2020 qui fait état de tous les effets secondaires négatifs du port du masque. Alors il y a des effets positifs aussi. Si vous voulez bien voir le pour et le contre, vous pourrez revoir le rapport de l'OMS. Là, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais ça se trouve assez facilement. Qui fait bien l'état du pour et du contre du port du masque. Mais il ne faut pas croire que le masque, c'est forcément quelque chose de génial. Et là, on en voit bien le résultat d'un point de vue statistique. Ça peut améliorer, mais ça peut éventuellement aussi détériorer la probabilité d'infection un mois plus tard. Alors, donc là, c'est ce que j'écrivais. Donc, comme cet intervalle contient la valeur 0%, on peut affirmer que la différence entre les deux proportions n'est pas significative. Donc, le port du masque peut diminuer la probabilité d'infection jusqu'à 1,2%, mais le port du masque peut aussi augmenter la probabilité d'infection jusqu'à 0,4%. Ça, c'est les résultats d'après les données expérimentales de l'étude. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très concluant, mais voilà, en tout cas, on ne peut rien dire de plus que ça d'après les données expérimentales de l'étude. Alors, je vais présenter un troisième test qui n'est pas rigoureusement équivalent aux deux premiers, parce que les deux premiers tests que je viens de présenter, le test du Ki2 et le test de comparaison de proportions, sont d'un point de vue mathématique rigoureusement équivalents. Le test bilatéral du rapport de Cotes, il n'est pas rigoureusement équivalent sur le plan mathématique, mais il est quasiment équivalent. On va obtenir des résultats très très proches, parce que c'est une démarche un peu différente, mais qui amène au même résultat. Et alors, je le présente parce que les auteurs ont fait ce test. Ils l'ont fait d'une manière qui sera certainement différente de la manière que moi je présente, mais ils ont fait ce test. Parce que ça se voit dans voilà, ici le odds ratio. Donc, vous voyez, ils ont fait ce test. Donc là, ces résultats, je vais vous les démontrer maintenant. Je vais vous montrer les résultats numériques présentés dans les résultats de cette étude pour le rapport de Cotes, qui est
le rapport de côte, c'est vraiment une variable très utilisée en épidémiologie. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Je repars de mes effectifs observés. Et là, je vais travailler avec la cote d'infection, et non plus la probabilité d'infection. On rappelle que la probabilité d'infection, par exemple, dans le groupe 1 des personnes qui portent le masque, c'était A sur N1. C'est le nombre de personnes qui sont affectées un mois plus tard sur le nombre total de personnes. Eh bien, la cote d'infection, c'est différent, c'est le nombre de personnes qui sont infectées un mois plus tard, divisé par le nombre de personnes qui ne sont pas infectées un mois plus tard. Donc, c'est A sur B. Donc, ça, c'est la valeur dans l'échantillon. Alors, au niveau de la population, ce qu'on va définir comme la cote d'infection pour les personnes qui ne sont pas infectées, qui portent le masque, eh bien, ça se définit comme ça. C'est comme la probabilité d'être infecté divisé par la probabilité de ne pas être infecté pour les personnes qui portent le masque. Donc, dans l'échantillon de taille N1 qui vaut 2392 des personnes qui portent le masque, eh bien, la cote d'infection, c'est une variable aléatoire que je vais noter ici, c'est chapeau. Alors, l'indice M, c'est pour dire qu'on porte le masque et I pour dire que c'est infection. Eh bien, elle prend cette valeur. Alors, les grandes lettres, c'est la variable aléatoire et petites lettres, c'est la valeur numérique prise par la variable aléatoire. Donc là, c'est la probabilité d'être infecté, c'est A sur N1. Et la probabilité de ne pas être affecté, eh bien, c'est B sur N1. Donc, du coup, ça fait juste A sur B, c'est-à-dire ici 1,79%. Je peux faire pareil pour la cote d'infection pour les personnes qui ne portent pas le masque. Au niveau de la population, pour les personnes qui ne portent pas le masque, la cote d'infection, c'est la probabilité d'être infecté divisée par la probabilité de ne pas être infecté. Au niveau de l'échantillon, la probabilité d'être infecté, c'est C sur N2. Le C, il est ici, divisé par N2. Et je divise ça par la probabilité de ne pas être infecté, donc D sur N2. D, il est là, et je divise par. Donc, ça fait C sur D, ça fait 2,19%. Donc, la cote d'infection, eh bien, quand on porte le masque, elle diminue. On voit qu'ici, cette cote d'infection est plus faible que celle-ci. Donc, on peut calculer ensuite le rapport des cotes, suivant qu'on porte le masque ou qu'on ne le porte pas. Donc, cette valeur, c'est le rapport des deux cotes précédentes. Donc, c'est A sur B divisé par C sur D. Et on trouve 0,82. C'est-à-dire que si je divise cette valeur par celle-ci, je trouve 0,82, qui est égal à 1 moins 0,18. Donc, ça veut dire que la cote d'infection lorsqu'on porte le masque, elle vaut 0,82 fois la cote d'infection lorsqu'on ne porte pas le masque. Et 0,82, c'est 1 moins 0,18. Ça veut dire que le fait de porter le masque diminue la cote d'infection de 18%. Ça, c'est ce qu'on observe au niveau des échantillons. Et maintenant, toute la question, ça va être de savoir si cette diminution de cote d'infection de 18%, qui est un peu l'équivalent de tout à l'heure, la diminution de probabilité d'infection qui était de 0,4%, mais là, au niveau de la cote d'infection, ça se traduit par une diminution de cote d'infection de 18%. Eh bien, est-ce qu'elle est significative ou pas? Est-ce que ce 18%, est-ce que c'est un nombre significatif ou pas? Parce qu'a priori, on ne peut pas savoir. Quand je dis significatif, ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Quand j'emploie le terme significatif, c'est un terme très technique issu des tests statistiques qui est de savoir si la fluctuation d'échantillonnage est seule responsable de la différence entre les deux cotes d'infection ou est-ce que cette différence, elle s'explique non pas par la simple fluctuation d'échantillonnage, mais par une différence intrinsèque aux populations, c'est-à-dire que le fait de porter un masque, non, ça influe vraiment au niveau des populations sur la cote d'infection. Nous, ce qu'on observe, c'est au niveau de l'échantillon, donc on est dans un milieu qui est brouillé par la fluctuation d'échantillonnage, ça c'est intrinsèque à toute étude expérimentale. Et nous, ce qu'on veut, c'est en extraire. Qu'est-ce qu'on peut en extraire au niveau des populations? C'est ça tout l'objet des tests statistiques. Donc, est-ce que cette variable est statistiquement significative? Toute la question est là. Donc, voilà, là, c'est ce que je précise ici, c'est qu'on veut savoir si les codes d'infection inconnus, que je note ici CMI et CM bar I, dans les populations,
de personnes ici qui portent le masque et P2 ici qui ne portent pas le masque, est-ce que ces deux côtes d'infection, un mois plus tard, parmi les personnes qui portent le masque ou qui ne portent pas le masque, ces deux côtes qui sont inconnues, dans les populations, c'est inconnu. On les connaît qu'au niveau des échantillons E1 et E2, c'est les valeurs que j'ai indiquées ici. Mais au niveau des populations, on veut savoir si ces deux cotes sont significativement différentes ou pas. Ou dit autrement, est-ce que le rapport entre ces deux cotes inconnues, est-ce qu'il est différent de 1, oui ou non? On sait que ce rapport, au niveau des échantillons, il vaut 0,82. Est-ce que ce 0,82, est-ce qu'il est significativement différent de 1? Voilà toute la question qui se pose. Et c'est le test statistique que je vais présenter maintenant qui va répondre à cette question. Est-ce que 0,82, est-ce qu'on peut dire que c'est significativement différent de 1? Alors, pour faire ce test, eh bien, on introduit l'hypothèse nulle, qui est l'égalité entre les deux cotes d'infection suivant qu'on porte ou pas le masque, et qui correspond à un rapport de cotes égal à 1. Ou alors l'hypothèse alternative, qui est de dire que les deux cotes d'infection sont significativement différentes, suivant qu'on porte ou pas le masque, et donc ça correspond à un rapport de cotes différent de 1. Et le test, il va vous dire laquelle de ces deux hypothèses est la plus plausible. Alors, pour faire le test, eh bien, d'abord, on peut dire que au niveau des échantillons, il y a une certaine variable aléatoire qui est le logarithme népérien du rapport de côte, qui suit une loi normale d'espérance log de OR, où OR, c'est le rapport de côte dans les populations, qui est inconnu, et dont l'écart type vaut, là c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type, eh bien c'est la racine de l'inverse des 4 nombres dans le tableau. Alors ça se démontre, mais là, il faut, dans le cadre de cette vidéo, je vous demande simplement d'accepter ce résultat. Ça se démontre. Donc le A, B, C, D, c'est les 4 valeurs dans le tableau. C'est ces valeurs qui sont ici. Donc on peut le calculer, ce S, que là j'ai mis en mémoire dans R de la calculatrice. Et donc en introduisant cet écart type, eh bien, donc, du fait que log de OR, OR c'est le rapport de cote dans les échantillons. C'est ce rapport-là, mais avec les valeurs dans l'échantillon. Je vous rappelle que le OR, il valait 0,82, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, la variable aléatoire que je vais noter U, qui est le log de OR, moins son espérance, puisqu'on a vu que l'espérance était ln de OR. Et si je le divise par son écart type, qui est S, j'obtiens une variable qui suit une loi normale centrée réduite. Alors, sous H0, OR il vaut 1, c'est écrit ici. Le rapport de côte dans les populations, il vaut 1. C'est-à-dire que la cote d'infection est la même qu'on porte ou pas le masque. Du coup, le ln de OR, c'est ln de 1 qui fait 0. Donc, du coup, ma variable U devient simplement ln de OR sur S. Je rappelle, OR, c'est odds ratio, c'est le rapport de cote. Là, des grandes lettres, c'est pour dire que c'est la variable aléatoire et le chapeau parce que c'est estimé dans les échantillons. Donc, le risque, il vaut 0,05, la confiance vaut 0,95. Donc là, j'ai tracé la loi normale centrée réduite. Le U théorique, c'est toujours le même, celui de tout à l'heure, à 96. Donc, je calcule le U observé. Donc, le U observé, c'est ma variable, elle est là. C'est U qui vaut ln de OR sur S. Donc, je rappelle ce que j'avais déjà écrit auparavant. Le OR chapeau, c'est quoi? C'est le rapport de côte observé au niveau des échantillons. On l'avait calculé tout à l'heure, on avait trouvé 0,82. On avait vu que la cote d'infection diminue des 18% lorsqu'on porte le masque. Et on veut savoir si 18% est significatif. Ici, j'ai rappelé la valeur de l'écart type, qui est la racine de la somme des inverses des 4 nombres, des 4 effectifs dans le tableau. Et donc, si on fait le calcul du U observé, vous prenez le logarithme de ce quotient, ici, et vous le divisez par la racine donc, de la variance, donc qui est ici, et vous trouvez un U qui vaut moins 0,980. Alors, pour calculer P, ce sera toujours pareil. Le P, c'est quoi? C'est la valeur
à l'extérieur de l'intervalle U observé moins U observé. Je vous précise que là, le U observé qu'on a là, qui vaut donc moins 0,98, il vaut quasiment le même que celui qu'on avait trouvé pour le test de comparaison de deux proportions. On avait trouvé pour le U observé 0, moins 0,982. Et là, moins 0,980. Vous voyez, c'est très proche. Moins 0,980. C'est très proche, c'est normal. Même si l'approche est assez différente. Donc, ce nombre, je le mets en mémoire. Je calcule l'air à droite, enfin à l'extérieur de l'intervalle U observé moins U observé. Donc, pour faire ça, bien, là, il faut mettre en mémoire la valeur du U observé. Hein, là, je vais le faire. Hein, donc, moins 0. Là, si je reprends mon U observé, 0,3, 6,4, 5,4, 8,9, ça, je le mets en mémoire dans V. Je vais faire pareil pour la TI. Hop. Donc, moins 0,98, 0,3, 6,4, 5,4, 8,9, je le mets dans V. Voilà. Et donc, je vais calculer la valeur P. Donc, je fais 1 moins NCD et je vais intégrer entre V et moins V. Et ça me donne la valeur P. Vous voyez, la valeur P, elle est très proche de la valeur P qu'on avait obtenue pour le test du Q2 ou pour le test de comparaison de proportions. Quelque chose de très proche. Donc, c'est la valeur que j'ai indiquée ici. Alors, je peux le faire aussi avec la TI. Hein. Donc, je fais 1 moins seconde distribution, donc normal et FREP. Et je vais intégrer de V jusque moins V. Le V est négatif, là. Voilà. Donc, je trouve ici une valeur de P qui est très proche de la valeur P qu'on avait obtenue pour le test de comparaison de deux proportions. Voilà. Alors. Voilà. Donc, le P qu'on vient de calculer, hein, c'est l'air en dehors de l'intervalle U observé moins U observé. Donc, qui vaut 0,327. Donc, après, j'écris la règle de décision. Hein. La règle de décision, c'est que si mon U observé il est dans la zone de confiance, c'est-à-dire entre moins U théorique et U théorique, eh bien, ce qui est équivalent à dire que la valeur P est plus grande que le risque alpha. Dans ce cas-là, j'accepterai l'hypothèse H0 d'égalité entre les deux rapports de côte, c'est-à-dire que l'égalité entre les deux côtes, donc ça veut dire que le rapport de côte sera égal à 1. Ça, c'est H0. Là, ça veut dire que les deux rapports de côte, hein, non, pas les deux rapports de côte, les deux côtes, pardon, les deux côtes, où le rapport de côte n'est pas différent de 1, c'est-à-dire que les deux côtes sont égales. Suivant qu'on porte ou pas le masque, la cote d'infection est la même, un mois plus tard. Alors que si le U observé est dans la zone de risque, et là, on conclura à H1, c'est-à-dire que le rapport de côte est différent de 1, ou dit autrement, les côtes d'infection suivant qu'on porte le masque ou qu'on ne porte pas le masque sont significativement différentes l'une de l'autre. Ça, ce sont les règles de décision. Alors là, on se trouve
clairement dans le premier cas, hein, la valeur U observée 0,980 se retrouve dans l'intervalle moins U théorique, hein, ou dit autrement, la valeur P, qui est 0,327, est plus grande que le risque alpha. C'est un bug ici, le logiciel. Hop, voilà. Donc, on accepte à 0. Hein, le rapport de côte n'est pas significativement différent de 1, et donc les deux côtes, suivant qu'on porte le masque ou pas, ne sont pas significativement différentes l'une de l'autre. Donc, l'écart de je ne sais plus combien c'était, combien de pourcents. L'écart qu'on avait observé est de 18%, mais il n'est pas significatif. Il n'est pas significatif. Voilà, donc au seuil de risque de 5%, on peut affirmer que la cote d'infection parmi les personnes portant le masque n'est pas significativement différente de la cote d'infection parmi les personnes ne portant pas le masque. Alors, pour illustrer ce résultat, on peut le voir aussi avec l'intervalle de confiance. Là, on conclut que le rapport de côte au niveau des populations des personnes portant ou ne portant pas le masque n'est pas significativement différent de 1. Et pour voir ce résultat, on peut calculer l'intervalle de confiance du rapport de côte et constater que la valeur 1 est dans cet intervalle. Alors, pour calculer cet intervalle de confiance, eh bien, au niveau des échantillons, le rapport de côte, on l'a vu, il valait 0,82, c'est-à-dire 1 moins 0,18. Donc on avait vu que le port du masque diminue la cote d'infection de 18%. On a vu que ces 18% n'étaient pas significatifs au niveau des populations. Et pour calculer l'intervalle de confiance du rapport de côte, eh bien, on part de l'idée que U, la variable aléatoire U, qui est le logarithme du rapport de côte dans l'échantillon moins le logarithme du rapport de côte dans la population divisé par S, qui était l'écart type, racine de la somme des inverses des 4 nombres du tableau, suit la loi normale centrée réduite. Du coup, c'est avec la probabilité que U soit compris entre moins U théorique et U théorique, ça vaut 1 moins alpha. Ça définit la valeur U théorique, cette égalité qui est là. Le U théorique, c'est le fameux 1,96, puisqu'ici, la confiance vaut 0,95. Donc, je pars de cet encadrement que je réécris ici et je le reformule en remplaçant U, la variable centrée réduite, par son expression. C'est la différence du logarithme du rapport de côte dans les deux échantillons E1 et 2, moins le logarithme du rapport de côte dans les populations P1 et P2, divisé par l'écart type S. Et ce nombre, il est encadré, à 95% de chance, il est compris entre moins U théorique et U théorique. Donc là, je multiplie par S, je rajoute log de ln de OR, petit OR, et ensuite j'inverse, et donc j'obtiens au final ça comme intervalle de confiance. Pour ln de OR. Donc l'intervalle de confiance de ln de OR, odds ratio, donc ça veut dire le rapport de côte dans la population, il y a 95% de chance, il est compris entre log du OR observé dans les échantillons, moins US, et pareil, ln de OR plus US. Alors, pour avoir maintenant le rapport, l'intervalle de confiance du rapport de côte OR, on prend l'exponentielle partout, puisque là, c'est ln de OR. Donc, je prends OR tout seul, donc je prends l'exponentielle. Et là, je prends ma calculatrice, et ça se fait facilement. U, c'est la fameuse valeur 1,96. OR, je vous rappelle que je l'avais mis en mémoire dans O, quand j'avais fait les calculs. C'était le OR, il était... Alors ça, c'était la valeur S que j'avais mis en mémoire dans R. Et le O, il est ici. Ça, c'est le rapport de côte observé au niveau des échantillons, qui valait 0,82. Donc ça, c'est en mémoire dans O, et l'écart type, il est en mémoire dans S. Dans R, pardon, dans R. Donc là, si à la calculatrice, je tape là, donc exponentielle de ln de O, alors plus UR, et exponentielle de ln de O moins UR, je trouve ces deux valeurs.
Et donc, j'ai ce fameux rapport de côte, 0,542 et 1,227. Donc, c'est exactement ce que les chercheurs ont trouvé, 0,54 et 1,23, avec une valeur à 0,82. C'est exactement ce que j'ai trouvé, 0,54 et 1,23. C'est bien 0,54, 1,23. Et le 0,82 indiqué ici, c'est ma valeur O, c'est le O tout seul, c'est que j'avais montré là, que j'avais montré ici. 0,82, il est là. Et la valeur P, que eux, ils trouvent à 0,33, eh bien, elle était ici. La valeur P, elle est là. 0,33. Elle est là. Donc, voilà, ce test permet de bien retrouver les résultats que les chercheurs ont trouvés et donnés dans les résultats du résumé de l'article. Ça, c'est en première page de l'article. Ils mettent ces résultats. Donc là, comme l'intervalle de confiance il contient la valeur 1, on pourrait affirmer que le rapport de côte n'est pas significativement différent de 1, puisque le rapport de côte d'infection au niveau des populations, à 95% de chance, il est compris entre cette valeur et celle-ci. C'est entre 1, alors si j'écris en comparant avec 1, c'est 1 moins 0,46 ici, ou 1 plus 0,23. Ça veut dire que en portant un masque, eh bien, on peut diminuer la cote d'infection de 46%, mais on peut aussi l'augmenter de 23%. Donc là, la conclusion, la recommandation de porter un masque chirurgical en complément d'autres mesures de santé publique, comme la distanciation sociale, n'engendre pas une modification significative de la cote d'infection par le virus. Au niveau de confiance de 95%, cette modification peut être une diminution allant jusqu'à 46%, mais peut aussi être une augmentation jusqu'à 23%. C'est-à-dire que le port du masque, il peut diminuer la cote d'infection jusqu'à 46%, mais il peut aussi l'augmenter jusqu'à 23%. C'est exactement ce qu'ils disent ici, là, cette phrase. Quoique la différence ne soit pas significativement différente, c'est-à-dire que ne soit pas significative, donc la différence entre les codes d'infection qui étaient d'un écart de 18%, ou l'écart entre les probabilités d'infection qui étaient de 0,04%, quoique cette différence ne soit pas significative, la seule chose qu'on peut ici affirmer, c'est que les intervalles de confiance à 95% sont compatibles avec une réduction de la cote d'infection de 46%, c'est-à-dire que le fait de porter un masque peut réduire la cote d'infection de 46%, mais elle peut aller aussi jusqu'à l'augmenter jusqu'à 23%. Voilà le résultat de cette étude. Alors, donc, dit d'une manière courte, synthétique, ça veut dire que le masque, pour des personnes non infectées au départ et qui vivent dans un environnement de personnes non infectées, puisque les personnes infectées, elles sont censées être chez elles, ça fait partie des mesures sanitaires que les personnes infectées, elles étaient censées être en quarantaine, rester chez elles. Donc, il faut bien voir le contexte. On est dans un contexte de personnes qui ne sont pas infectées, qui vivent dans un milieu de personnes essentiellement non infectées, qui sortent chez elles, et certaines portent le masque, d'autres ne portent pas le masque. Et bien, dans ce contexte-là, l'étude montre que le fait de porter un masque n'est pas efficace, n'a pas d'efficacité mesurable expérimentalement. Puisque les écarts infimes qu'on a observés au niveau des échantillons, eh bien, les tests statistiques ont montré que ces écarts n'étaient pas significatifs. Alors, l'une des explications de cette absence apparente d'efficacité du masque
pour des personnes saines, hein, non infectées, qui se retrouvent dans un milieu de personnes non infectées, mais qui peuvent être malgré tout infectées par le fait que eh bien, le virus il se propage dans l'air. Hein. Eh bien, l'une des raisons invoquées par les auteurs à la fin de leur article, hein, pour expliquer cette absence d'efficacité du masque, eh c'est probablement le fait que la transmission par aérosol n'est pas stoppée par le masque. Parce qu'en fait, la transmission du virus, elle se fait soit par des gouttelettes, qui sont d'assez grosse taille, supérieures à 5 micromètres. Donc, et puis, donc, ces gouttelettes hein, qui sont émises hein, quand on parle, quand on respire, enfin, voilà, on émet des gouttelettes, mais les fortes gouttelettes qui ont une taille supérieure à 5 micromètres, elles ont une tendance à ne pas rester en suspension dans l'air, à tomber à cause de la gravité. Et même si elles venaient à arriver proche de nous, eh bien le masque stoppe ces gouttelettes parce qu'elles ont un diamètre supérieur à 5 micromètres. Mais par contre, vous avez des particules beaucoup plus fines, ce qu'on appelle les particules aérosols, qui, elles, sont plus petites et donc ne sont pas arrêtées par le masque. Hein. Elles traversent le masque ou elles peuvent le contourner. Et en plus, elles restent en suspension. D'où l'importance de toujours bien aérer les lieux, renouveler l'air pour éviter que ces particules restent en suspension. Et le problème de l'efficacité des masques, enfin, c'est ce qui est évoqué un peu à la fin de l'article, c'est que le mieux, c'est que je vous lise la traduction en français de ce qu'ils indiquent, hein, c'est que donc, les gouttelettes les plus grosses, elles tombent rapidement au sol, tandis que les aérosols, elles sont plus petits et peuvent s'évaporer, rester dans l'air pendant des heures. Donc, la transmission du virus peut se faire par justement ces deux voies principales, gouttelettes et aérosols. Donc, il a été avancé dans d'autres articles, et ils mettent les références des articles en question à la fin, que la voie principale, ce serait les gouttelettes. Et pour cette voie-là, eh bien, les masques sont efficaces, mais il existe aussi la voie de contamination par les particules aérosols, où là, les masques ne seraient pas efficaces parce que ces particules aérosols, elles peuvent pénétrer ou contourner le masque. Ainsi, la propagation du virus par les aérosols expliquerait au moins partiellement les résultats montrés par cet article hein, qui montre que le masque n'est pas efficace pour protéger des personnes saines lorsqu'elles sont dans un milieu de personnes non infectées. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est que cet article, il ne cherche pas à évaluer l'efficacité globale exhaustive du masque. Parce que, comme je le dis depuis le départ, ça n'évalue pas l'efficacité de protection lorsqu'on est en présence de personnes infectées. Les personnes infectées ne sont pas prises en compte dans cette étude. Elles sont supposées rester chez elles. Et on a juste ici testé l'efficacité du port du masque pour des personnes non infectées. C'est pour ça que dans l'échantillon de départ, les échantillons E1 et 2 ont été choisis parmi des personnes qui ne sont pas infectées. Et on regarde uniquement et on met ces personnes dans un environnement de personnes non infectées. Donc, la seule façon d'être infecté par le virus, c'est par l'air et non pas des personnes infectées elles-mêmes. Mais dans la réalité, il y a les deux. C'est que quand on sort à l'extérieur, on peut être infecté par le virus qui est dans l'air, mais on peut être aussi infecté parce qu'on s'approche d'une personne qui est elle-même infectée. Et cette deuxième situation n'est pas prise en compte dans cet article. Et ça, il le précise bien, hein, c'est dit plusieurs fois dans l'article. Donc là, il le précise quand même hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la façon de comprendre les résultats de l'article. Donc les résultats ne fournissent pas de données sur l'efficacité du port généralisé du masque dans la communauté pour réduire les infections. Pourquoi? Parce que je vous dis, hein, le cas de la présence, le cas d'être infecté en s'approchant d'une personne infectée qui porterait ou pas le masque, ce cas-là n'est pas étudié scientifiquement par cet article. Et qui suppose que ces personnes-là sont chez elles. Elles sont pas, donc on ne rentre pas en interaction avec ces personnes-là.
Alors, dans la vraie vie, ben, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez certaines personnes infectées qui sont dehors et qui portent ou pas le masque. Et à ce niveau-là, le masque, il joue très certainement un rôle de protection, mais cette protection-là, elle n'est pas évaluée scientifiquement par l'article. L'article ne fait qu'évaluer la capacité de protection du masque pour des personnes non infectées qui se retrouvent dans un milieu en contact avec d'autres personnes non infectées, qui pour la plupart ne portent pas le masque, hein, puisque là, dans l'étude, il n'y a eu qu'un petit groupe qui a porté le masque, les autres ne portaient pas le masque, et ces deux groupes, ces deux échantillons, allaient dans le monde extérieur pendant 3 heures au moins par jour, dans un milieu de personnes qui, en très grande majorité, ne portaient pas le masque. Il faut bien voir que c'est dans ce contexte-là que l'étude est faite. Donc, il ne faut pas extrapoler les résultats de cette étude à des contextes qui seraient différents. Donc, dans ce contexte-là, hein, qui était le contexte concret dans lequel vivait le peuple danois au moment où l'étude a été faite, hein, en mai-juin 2020, hein, c'est-à-dire que ce contexte n'était pas un contexte artificiel de laboratoire, c'était le contexte de la vraie vie des Danois en mai et juin 2020. Eh bien, dans ce contexte-là, scientifiquement, on peut affirmer que le port du masque n'est pas efficace pour protéger les personnes saines de l'infection due au virus. Voilà. Donc là, j'ai terminé cette présentation. Hein, voilà, c'était peut-être un peu long, mais voilà, je trouvais que c'était une étude assez intéressante et qui permettait d'illustrer 3 tests statistiques, hein, pour évaluer ici l'efficacité du port du masque. Voilà, ben je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser, ou des remarques, n'hésitez pas à les déposer en commentaire de la vidéo. Et ben, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.